Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Qu'est-ce qui nous empêche de dire tout haut ce que nous ressentons tout bas? Pour beaucoup, la réponse tient en un mot aussi court que puissant, la chouma. Ce concept de pudeur, de honte et de retenue sociale est au cœur du premier roman de Dounia Hadni. À travers l'histoire de Cilia, une jeune femme tiraillée entre ses racines marocaines et sa vie de journaliste à Paris, l'auteur nous offre une plongée intime dans les contradictions d'une génération. Ce personnage incarne parfaitement le tiraillement de la double culture où la chouma ne s'arrête pas aux frontières, elle voyage avec l'individu, créant un sentiment d'entre-deux permanent. Dounia Hadni, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous et de parler de ce premier roman que je tiens entre les mains qui s'appelle La Chouma. Un terme qu'on connaît très bien au Maroc. Trop bien. Un petit peu trop bien peut-être, c'est ce que vous dénoncez. Pourquoi avoir choisi de centrer le récit autour de la chouma du coup et parlez-nous de tout le sens que recèle donc ce titre. Alors, la chouma, dès le départ, en fait, il y a une métaphore sur les chiens de garde qui sont sur le toit de la ferme du grand-père du personnage principal, Cilia. Et donc, elle en parle avec sa cousine Amal, qui est un personnage aussi très important du roman, comme d'une espèce des vrais chiens de garde, quoi, qui sont censés, sous couvert de bienveillance, la protéger, les protéger, donc elle et sa cousine. Et en fait, finalement, c'est juste un moyen de surveillance. Et c'est vraiment une métaphore de la chouma, c'est-à-dire que sous couvert d'assurer une certaine cohésion sociale, nationale, d'une certaine notion de bien vivre ensemble au Maroc, de valeurs auxquelles on est très attaché, en fait, on surveille les corps, on surveille, on domine, c'est un outil de domination même presque politique en fait des corps et des esprits, et ça empêche beaucoup les jeunes en fait de se construire, de s'émanciper, de s'exprimer en fait, d'être eux-mêmes, Et c'est malheureusement quelque chose qu'on transmet de génération en génération, de mère à fille, etc., même sans le vouloir. Et donc je dénonce la chouma, mais je ne dénonce pas les comportements individuels liés à cette chouma. Je dénonce ça comme une sorte de système, en fait, parce que même quand, comme mon personnage principal, Cilia, on a envie de s'en libérer, on n'y arrive pas forcément. C'est quelque chose qu'on traîne, c'est quelque chose qu'on nous inculque depuis tout petit. Ça c'est chouma, sans expliquer pourquoi, enfin, qu'est-ce qui est chouma. Et il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de degré, tout et n'importe quoi peut être chouma. J'allais y venir, oui, effectivement. Et du coup, ça nous met, en fait, on se construit dans l'idée qu'il faut absolument répondre aux attentes des autres, quels que soient ces autres-là, le voisin, la mère, la grand-mère, l'ami des parents, etc. Et comment on est qui, en fait, finalement, là-dedans. Et c'est dangereux, pour moi, c'est dangereux parce qu'après, plus tard, dans le développement par exemple, du personnage de Cilia, cette chouma, elle la rattrape finalement par un autre biais, qui est l'emprise amoureuse. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'elle traîne avec elle en France, alors qu'elle pense se libérer de ça, parce qu'elle a elle s'est fabriquée une sorte d'idéal de la France, pays des libertés, dans lequel elle va s'épanouir, s'émanciper. En réalité, non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Elle ne se libère pas de tout ça en France, parce que non seulement il y a ça qui lui reste collé à la peau, mais en plus de ça, elle rencontre d'autres types de chouma. Dans la société française, elle vit des micro-agressions racistes, une certaine forme d'exotisation, et beaucoup de préjugés, alors qu'elle est issue d'un milieu privilégié et qu'elle évolue dans des cercles privilégiés en France. Et donc c'est cette tension-là qui crée à un moment donné, une déflagration psychique. D'ailleurs, le titre y est, c'est déflagration à un certain moment, enfin pour la deuxième partie du roman. Donc, comme vous le dites très bien, on a l'impression que vous nuancez ce terme et que vous le montrez sous toutes ses formes, d'une certaine manière. Et comme vous venez de l'expliquer, que ce soit au Maroc ou en France, finalement, elle ne se sent jamais chez elle, elle ne se sent jamais libre, elle ne se sent jamais comprise. Et puis,
tout comme elle doit s'adapter aux normes sociales ou à certaines exigences de sa famille au Maroc, une fois en France, elle doit également s'adapter quand elle entend des piques, quand on lui fait des remarques. Elle doit toujours réagir de la meilleure façon par rapport aux attentes des autres. Donc finalement, elle n'est jamais vraiment, ne se comporte jamais vraiment comme elle aurait aimé le faire. Elle n'est jamais elle-même, elle ne dit pas vraiment ce qu'elle pense. Exactement. Et en fait, justement, cette culture de l'Hchouma, j'ai beaucoup de lecteurs et de lectrices qui me disent mais à partir du moment où on sait comment ça marche, on peut naviguer entre, on peut se trouver des moyens d'être libre et de vivre sa vie de façon, comme on veut. Mais en fait, je trouve ça assez hypocrite parce que finalement, on y arrive quand on a les moyens, comme c'est le cas de Cilia, de son entourage, quand on a les moyens de pouvoir trouver des parades en fait pour faire ce qu'on veut, mais sans que personne ne le sache. Et d'ailleurs, c'est le titre de ma première partie, les parades. Mais et parfois, il y a des personnes plus sensibles, hypersensibles, plus sensibles que d'autres à ce truc-là, qui peuvent être amenées à connaître une dissociation, et c'est le cas de Cilia, alors qu'elle est privilégiée, alors que sa famille elle est plutôt ouverte, et donc en creux, moi, ce que j'ai voulu aussi montrer, questionner, c'est qu'est-ce que c'est quand on vient d'un autre milieu social ? Qu'est-ce que c'est quand on vient d'un milieu hyper populaire, qu'on n'est pas soutenu, qu'est-ce que c'est ? Et puis il y a cette notion de jugement. Oui. Et j'ai trouvé à la lecture de ce roman que le personnage de Cilia était très réaliste. Dans le sens où, des fois, elle raconte, je vais parler d'une scène, sans la décrire, mais une scène assez violente, verbalement, qu'elle a échangée avec sa mère, et puis un comportement de sa mère qui l'a indignée, et finalement, en personne qui est normale, humaine, et qui peut aussi commettre des erreurs, elle commet tout à fait le même acte vis-à-vis de sa sœur, alors que c'est quelque chose qui l'avait vraiment marqué. Et du coup, on sent que ce personnage, il n'est pas parfait et qu'il se construit également et qu'il essaye d'échapper à une emprise, mais sans vraiment y arriver. Donc il y a toute cette complexité qu'on lit, en tout cas. Absolument, je suis contente que vous l'ayez... Le message soit bien passé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez construit la psychologie et la personnalité de chacun des personnages ? Parce qu'on sent vraiment que chacun a son identité propre. Alors moi, ce qui m'intéresse en tant que lectrice, c'est toujours d'être confrontée à des personnages complexes, ambigus, qui évoluent. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de me mettre à hauteur de mes personnages et donc de ne pas les juger, sans pour autant être sans que ce soit... je veux dire sans concession en fait, sans jugement, sans concession, donc vraiment être au ras de la scène et essayer de dire des réalités à travers la vision du monde de chacun des personnages. Mes personnages évoluent parce que, par exemple, une des tantes de Cilia, ML, donc, qui est très dans le culte des apparences, qui a l'air extrêmement superficielle, avec laquelle Cilia a beaucoup de mal au tout début du livre. Finalement, c'est sans spoiler, mais c'est elle qui l'accompagne dans sa décision de divorcer et qui lui donne cette espèce d'encouragement, d'élan, de confiance dont Cilia manquait. Elle s'est sentie comprise. Oui, c'est ça. Le personnage de Jade, dont Cilia tombe totalement amoureuse, c'est un personnage qui... Mais avant d'aller sur Jade, pour rester sur Amel et sur l'authenticité de ce personnage principal qui est Cilia, elle-même, une fois qu'elle voit le comportement de sa tante qui finalement la défend, qui finalement la comprend, elle se dit, est-ce que moi-même, je n'ai pas été dans le jugement ? Exactement. Et donc, il y a toujours cette notion de jugement qui revient. Et donc, ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, cette envie de
de garder les personnages nus, de les regarder à nu et de comprendre qu'on peut être différent et qu'il ne faut pas se juger les uns les autres et de respecter ses choix. Oui, c'est ça. Je voulais pas que ce soit, je voulais pas être manichéenne dans mon traitement des personnages et de cette histoire-là. On va aller donc sur ce personnage Jed qui est un petit peu complexe également, inattendu dans ce roman. Quelle est la relation? Parlez-nous de cette relation entre Cilia et Jed et ce qu'il représente tout au long de la trame de ce récit. Alors, Jed, c'est à l'issue une fois que Cilia se sépare de son mari, donc elle tombe amoureuse de ce Jed qu'elle rencontre dans un squat. Et en fait, ce qu'il représente, c'est tout son contraire, enfin, l'inverse de Cilia, de ce qu'elle a pu connaître en étant au Maroc. C'est une histoire d'amour que Cilia n'aurait jamais pu vivre si elle était restée au Maroc. Parce que, et ça je le dis clairement dans le livre et je le pense vraiment, il n'y a pas de mixité au Maroc. Pour dire ça de façon un peu triviale, les riches restent avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Il n'y a pas on se fréquente pas vraiment, si ce n'est à travers des rapports hiérarchiques. Et je trouve ça hyper dommage. Mais bon, après ça, c'est lié aussi au système aux écoles, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et du coup. Elle, je pense que c'est une des raisons qui l'attire chez Jed, c'est ça. Ça, plus le fait qu'il est totalement désinhibé. Pour le coup, il n'y a pas de chouma et chez lui, et il devrait un peu en avoir du coup. Et donc voilà, qu'il y a quelqu'un qui vit beaucoup dans la fête, qui prend des drogues, qui vit au jour le jour et qui n'en a absolument rien à faire du regard des autres et de ce qu'on peut penser, etc. de lui. Et puis je pense aussi que c'est peut-être aussi de la provocation en fait de sa part, elle qui a toujours été très lisse, polissée, qui a toujours appris en fait à faire plaisir à tout le monde. Ben là finalement voilà, elle se rebelle enfin quoi. Et on ouvre ce roman donc avec le deuil de son grand-père. Est-ce que c'était important pour vous justement que ce soit au moment de ce deuil que les barrières, on va dire, de la pudeur sont affranchies ou le plus fragilisées? Parce que c'est là où elle commence à donner un petit peu le fond de sa pensée. Oui, parce que je pense qu'un deuil, c'est une rupture dans une vie. Et donc à ce moment-là, on réinterroge plein de choses. Et oui, c'est vrai que c'est le déclencheur de ça, parce que c'est là où elle se rend compte de la silenciation en fait, dans laquelle elle a grandi. Et quand on perd un être cher, on se dit mais finalement, enfin voilà, la vie est éphémère. Pourquoi je vais continuer à me taire, à faire semblant voilà, je vais essayer de. Enfin, je pense que c'est même pas intellectualisé chez elle, c'est-à-dire que c'est viscéral. Et d'ailleurs, on le sent et on le ressent, je pense, dans l'écriture, parce que j'ai beaucoup travaillé l'écriture pour qu'on sente cette espèce d'urgence au niveau du rythme, d'urgence du personnage, de sa crise, de la crise existentielle au départ, mais qui se transforme en crise clairement psychique, puisqu'elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique à un moment donné du livre. Et je voulais aborder justement, par le prisme de la crise identitaire qu'elle traverse, ces enjeux de santé mentale. Et parce que et j'en reviens à Amin Maalouf, que je cite en exergue du livre, qui, dans les identités meurtrières et pas que, dans toute son œuvre, parle hyper bien de cette espèce de la double culture et évidemment de sa richesse, mais en même temps, c'est pas que riche. En réalité, c'est très, ça peut être très douloureux. Et puis cette espèce c'est toutes ces injonctions qui font qu'il faut trouver sa place tout le temps et c'est jamais la même place et sans qu'on nous accorde un réel espace. Merci à vous, Donia Hadni. C'est un plaisir de vous lire. Je montre à nouveau votre livre. Merci beaucoup. On conclut déjà notre entretien. Comme quoi, quand on parle passionnément, ça passe vite. Merci d'avoir été mon invité ce soir. Merci infiniment.